Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voyons la première partie du topo sur la réentrée intranodale typique, d'accord, dite slow fast. On va faire donc trois parties sur ce chapitre-là, sur la réentrée intranodale. Une première partie avec la physiopathologie et comment on diagnostique un saut de conduction endocavitaire. La deuxième partie sera centrée sur les manœuvres d'entraînement d'une réentrée intranodale pour confirmer le diagnostic une fois que la tachycardie est lancée. Et enfin, la troisième partie sera logiquement la partie sur l'ablation de la voie lente en elle-même. Bon, donc les objectifs, c'est savoir évoquer le diagnostic sur le CG d'une réentrée intranodale, on en a déjà parlé. Diagnostiquer la présence d'une voie lente sur l'exploration de base, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Confirmer le diagnostic de RIN une fois que la tachycardie est déclenchée, ce sera la deuxième partie. Ablation de la voie lente, ce sera la troisième partie. Le CG de la réentrée intranodale typique, je ne reviens pas dessus parce qu'on l'a déjà vu ensemble lorsqu'on a fait le topo sur les tachycardies jonctionnelles et sur les tachycardies en 1 pour 1 à QRS fin. On se souvient qu'il faut en général un saut de conduction sur une extrasystole atriale pour lancer la tachycardie, que la première extrasystole en général est différente, l'onde P' de l'extrasystole est différente des ondes P' en tachycardie, ce qui est logique. Le RP' est court. On se souvient qu'il y a dans les recommandations donc plutôt un RP' à moins de 90 millisecondes, mais on nous explique bien qu'il n'y a pas de consensus fort basé sur des études précises pour le CG, d'accord, mais par contre ces valeurs sont un petit peu plus fiables en endocavitaire. On se souvient que les variations de RR précèdent les variations du PP puisque les variations se font aux dépens de la voie lente. Tout ça, on l'a vu. Il peut y avoir, et ça il faut le garder en tête, la possibilité d'avoir des RIN en 2 pour 1 avec deux oreillettes pour un ventricule, deux ondes P pour un QRS. Et ça, on va le voir d'autant plus souvent qu'on induit les réentrées intranodales de façon artificielle en salle d'exploration électrophysiologique. On le voit plus rarement sur les ECG in vivo, on va dire aux urgences. L'arrêt, bon ben voilà, il peut y avoir un ralentissement un peu progressif, puis l'arrêt brutal, et bien sûr, ça répond aux manœuvres vagales. Alors, la physiopathologie de la réentrée intranodale, ça, il faut l'avoir bien en tête pour ensuite comprendre un petit peu mieux les manœuvres qu'on va faire pour la mettre en évidence et la façon dont on va la traiter. On se souvient que le faisceau de His passe dans le septum membraneux et que juste avant le tronc du faisceau de His, il y a le nœud auriculo-ventriculaire avec une forme compacte du nœud auriculo-ventriculaire qui est situé plutôt en haut et puis une espèce de zone de transition qui est plutôt située en dessous avec des cellules qui ont des propriétés un petit peu différentes, on va le voir. En rythme sinusal, ce qui se passe, eh bien, tout simplement, on a l'influx, la dépolarisation, le front de dépolarisation qui part du nœud sinusal, qui se propage dans les oreillettes, qui arrive dans le nœud auriculo-ventriculaire, et la conduction va se faire via ce qu'on appelle la voie rapide du nœud auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire qu'on va arriver dans le nœud compact, on va passer le nœud compact et on va sortir au niveau du tronc du faisceau de His. On va perdre un petit peu de temps, c'est pour ça qu'il y a un espace PR entre les oreillettes et les ventricules, mais cet espace PR est court. Chez environ 25% des gens, on dit à peu près un quart de la population, il peut y avoir la possibilité d'un passage par une zone plus transitionnelle en dessous, avec des cellules qui ont une capacité de conduction qui est plus lente, d'où le fait qu'on appelle ça une voie lente. Ces cellules donc sont situées plus basses sur le nœud auriculo-ventriculaire, d'accord? D'où le petit schéma, et on peut donc éventuellement imaginer qu'on ait une conduction par la voie lente. Cependant, ce qui se passe en rythme sinusal classique, eh bien, le nœud compact est activé de façon rapide puisque c'est la voie dite rapide. Il va y avoir une dépolarisation du faisceau de His et il va y avoir dépolarisation progressive de la zone transitionnelle qui est la partie basse du nœud. Et donc, la conduction antérograde par la voie lente ne va pas être possible puisqu'il va y avoir une collision entre cette dépolarisation qui vient de la voie rapide et l'arrivée qui a fait le tour un petit peu de l'oreillette et qui aurait aimé arriver par la voie lente. On appelle ça une conduction cachée. Et donc, cette collision fait que la voie lente de ces personnes, donc de ce quart de personnes dans la population générale, ne s'exprime pas. Et donc, on garde un PR parfaitement normal alors qu'on a la possibilité d'emprunter une voie lente.
Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a une extrasystole atriale qui survient de façon précoce? Il va y avoir, dans certaines conditions, la possibilité d'avoir un influx qui vient se bloquer au niveau de la voie rapide parce que les cellules du nœud compact, autrement appelées la voie rapide, ont une vitesse de conduction qui est rapide, mais le prix à payer, c'est qu'elles ont une période réfractaire absolue qui est plus longue que la voie lente, qui va avoir une vitesse de conduction lente, mais une période réfractaire un petit peu plus courte. Et donc, si l'extrasystole est bien timé et qu'on a de la chance, entre guillemets, on va bloquer au niveau de la voie rapide et on va avoir la possibilité que la voie lente s'exprime, puisqu'il n'y a plus la conduction cachée à l'intérieur du nœud qui bloque la progression antérograde de l'influx électrique via la voie lente. Et donc, on a à ce moment-là une extrasystole atriale avec un PR qui est long, puisqu'on a utilisé la voie lente. Et ce PR long est lié au fait que l'influx a utilisé la voie lente. Donc ça va arriver chez environ 25% de la population potentiellement, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait de la réentrée intranodale. Pour faire de la réentrée intranodale, il faut en plus qu'au moment où l'influx va utiliser la voie lente, eh bien que la partie compacte de la voie rapide soit entre-temps sortie de sa période réfractaire et qu'elle soit donc capable désormais de conduire l'influx électrique, le front de dépolarisation, par voie rétrograde, puis à nouveau que l'oreillette, elle aussi, soit sortie de sa période réfractaire, puisqu'on dit, hein, il y a encore débat, mais globalement, on dit qu'il faut un petit bout d'oreillette. Hein. La rentrée intranodale n'a pas lieu 100% dans le nœud auriculo-ventriculaire. On n'est pas là aujourd'hui, ce cours est trop simple pour parler de ces débats-là, mais globalement, on dit, retenons pour aujourd'hui qu'il faut un petit bout d'oreillette pour faire une réentrée intranodale. Donc, il faut que l'oreillette soit aussi sortie de sa période réfractaire. Et à nouveau, il faut que la voie lente soit à nouveau sortie de sa période réfractaire pour lancer un tour de circuit. Et une fois qu'un tour de roue est passé, qu'un deuxième tour de roue est passé, ben, en général, la tachycardie se lance. Et à chaque tour de roue, on a dépolarisation du faisceau de His et donc on a une oreillette pour un ventricule. D'accord? Si on a simplement une extrasystole, le bloc de la voie rapide, l'utilisation d'une voie lente, à nouveau une onde de P rétrograde, mais la voie lente à nouveau ne peut pas être utilisée. On va avoir simplement extrasystole, PR long, QRS, onde P rétrograde, et il n'y a pas de tachycardie derrière. On appelle ça un saut de conduction plus un écho. L'écho, c'est l'oreillette rétrograde qui suit l'utilisation de la voie lente. Donc voilà les possibilités que l'on a après une extrasystole atriale lorsqu'on a une voie rapide et une voie lente. Soit on peut passer par la voie rapide, extrasystole atriale, PR court. Soit on peut passer par la voie lente, extrasystole atriale, PR long. Soit on peut passer par la voie lente et la voie rapide à récupérer, extrasystole atriale, PR long, écho. Soit on lance carrément la tachycardie, extrasystole atriale, PR long, écho, à nouveau QRS, écho, QRS et onde P rétrograde. Et c'est parti, la réentrée intranodale tourne. D'accord? Voilà donc ce qu'il faut pour lancer une réentrée intranodale. Il faut une dualité nodale, il faut une extrasystole atriale et il faut que les périodes réfractaires soient parfaites entre j'ai bloqué ici, je suis passé par là, j'ai récupéré ma conduction ici, j'ai récupéré ma conduction en bas et là ça tourne. C'est pour ça que 25% de la population ne fait pas de réentrée intranodale, c'est beaucoup plus rare que cela. Si on fait un petit schéma, ça c'est assez utile ensuite pour comprendre les manœuvres. Au début, c'est un peu une gymnastique mentale, mais c'est bien d'utiliser ces petits schémas-là. Si je suis en rythme, si je n'ai qu'une voie rapide et que je fais des extrasystoles, eh bien, mes extrasystoles vont être donc précoces, elles vont stresser mon nœud auriculo-ventriculaire qui est entre l'oreillette et le His, donc qui est là. Et donc la conduction dans le nœud va se faire de plus en plus lentement. Vous voyez que la flèche est de plus en plus oblique. Et au bout d'un moment, elle va bloquer. On appelle ça tout simplement un phénomène de Luciani-Wenckebach, puisqu'ici on a un PR court, un PR un peu plus long, un PR encore un peu plus long et une onde P bloquée. Si on veut être un petit peu plus précis et qu'on décrit quelqu'un qui a une voie lente, on a à nouveau dans cette même configuration, en rythme sinusal, la voie rapide qui est empruntée, la voie lente qui est empruntée, mais qui est aussi empruntée à rétro par la voie via la voie rapide. Pardon, oui, c'est ça, la voie lente est utilisée à rétro via la voie rapide, et la voie lente est utilisée aussi en antérograde
mais via tout simplement l'entrée par la zone transitionnelle. Et donc, il va y avoir collision. Donc, c'est finalement le schéma qu'on avait vu tout à l'heure où il y avait collision dans le nœud, mais cette fois-ci sous forme de diagramme. Et si on a une extrasystole atriale bien timée, on bloque au niveau de la voie rapide, on passe cette fois-ci par la voie lente, donc on voit que là, pour le coup, on est très oblique. Et là, en l'occurrence, sur le schéma, on a montré que la voie rapide était bloquée, donc on a simplement un saut de conduction. Et dans ce cas-là, on a un passage en rythme sinusal par la voie rapide, la voie lente est bloquée grâce à une conduction cachée. L'extrasystole arrive, on bloque la voie rapide, on passe par la voie lente, mais cette fois-ci, la voie rapide accepte de repasser dans l'autre sens, contrairement à ici, parce que les périodes réfractaires sont favorables. Par exemple, on a stressé, on a mis une extrasystole un petit peu plus courte qu'ici, ce qui fait que le passage dans la voie lente a été un petit peu plus lent, et donc ça a laissé le temps à la voie rapide de récupérer, de sortir de sa période réfractaire. Et cette fois-ci, on a un écho, puis la tachycardie qui est lancée. D'accord? Si vous avez compris ça, vous avez compris la physiopathologie de la réentrée intranodale et vous allez pouvoir comprendre avec beaucoup de facilité les différentes manœuvres que l'on va faire pour prouver qu'une tachycardie en 1 pour 1, en exploration endocavitaire, est bien une réentrée intranodale. Parfait. Vous avez donc ensuite, on va voir ensuite maintenant comment mettre en évidence qu'un patient a une dualité nodale. Donc, on a dit que c'était à peu près une personne sur 4 dans la population générale. Donc, comment on met en évidence la présence d'une dualité nodale? Voilà exactement comment on fait. Je vous ai mis la plaque entière, donc si vous voulez mettre pause et lire, vous pouvez. Mais là, on va la commenter ensemble. Donc, on utilise 2 sondes quadripolaires, c'est une exploration de tout ce qu'il y a de plus basique. Une sonde dans le sinus coronaire, une sonde sur le IS. D'accord? On va stimuler l'oreillette depuis le sinus coronaire. On pourrait la stimuler depuis n'importe où de l'oreillette. On pourrait mettre cette sonde dans l'auricule droit, ça ne changerait rien. On aime bien la mettre dans le sinus coronaire parce que ça permet de voir l'oreillette et le ventricule sur le canal du sinus. En plus, ça permet de stimuler en n'étant pas très très loin du nœud auriculo-ventriculaire. Donc ça, c'est intéressant. On voit sur ce schéma, comme vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de voir des sondes endocavitaires, on voit sur ce schéma ici la position très classique de IS à droite de la colonne vertébrale en AP. Et ici, on voit que la sonde dans le sinus coronaire est poussée assez loin puisque l'ostium du sinus coronaire doit être à peu près ici globalement. Donc on voit qu'on a poussé assez loin la sonde. Et d'ailleurs, on voit en rythme sinusal ici, vous voyez l'oreillette qui est là sur le canal ischien, le is et le ventricule. Et on voit que l'oreillette au niveau du sinus coronaire est assez loin. On a ici un délai qui est assez long entre l'oreillette ischienne et l'oreillette dans le sinus coronaire parce qu'on a poussé assez loin la sonde dans le sinus coronaire. Donc peut-être qu'il faudra garder en tête qu'on a ce délai entre le sinus coronaire et l'oreillette. Là, je vous conseille typiquement sur une exploration comme ça de reculer un petit peu la sonde pour avoir un petit peu moins de délai. Ça peut aider notamment dans certaines interprétations pour la suite de l'analyse. Mais là, en l'occurrence, on l'a gardé loin, notamment pour pouvoir réfléchir un petit peu à ces situations-là. On fait la mesure du HV parce qu'on est systématique et qu'on veut avoir toutes les valeurs. On a regardé quel était le tout début, le premier ventricule activé sur le CG de surface. On a mis notre repère ici. On a mis le IS sur la partie Sharp en bas. On a 54 de HV, donc notre HV est tout à fait normal. Et ensuite, donc, on va faire des extrasystoles atriales en stimulant depuis le sinus coronaire proximal en l'occurrence sur le CS 3-4. Et on va faire des extrasystoles avec d'abord un train de stimulation plus rapide que le rythme sinusal. Donc en général, ce train, on le fait à 600 millisecondes. Mais si le patient est très lent, ça vaut le coup de se mettre juste au-dessus de sa fréquence sinusale. Donc s'il est avec un cycle sinusal à 850 millisecondes, ça vaut le coup de se mettre à 800 millisecondes de train. C'est dommage de stresser beaucoup plus rapidement le nœud AV par rapport à la fréquence sinusale de base. Donc, gardez en tête que vous mettez un petit peu plus rapide que la fréquence sinusale et sachant qu'en général, les patients sont un peu stressés quand ils sont en salle. Donc, souvent, ils sont entre 80 et 90 battements par minute. Donc, 600 millisecondes de train, c'est bien. Et ensuite, on va appliquer une extrasystole qu'on appelle donc le S2. Le S1, c'est le train de 6 à 8 battements pour bien stabiliser la fréquence, donc à 600 millisecondes de cycle. Et ensuite, on applique une extrasystole S2 avec un couplage qui va être de plus en plus court, en diminuant de 10 millisecondes en 10 millisecondes ce couplage. Il faut commencer très haut, donc peut-être à 550 millisecondes de S2,
puis 540, puis 530, etc. Alors au début, quand vous allez faire vos explorations, vous allez être très systématique et vous allez commencer très haut en faisant de 10 en 10. Ça peut être un petit peu fastidieux et long. Donc au début, rapidement, quand on voit qu'il n'y a pas d'allongement de l'intervalle AH, on accélère un petit peu, on fait 550, puis après 500, puis 450. Puis quand on voit que ça commence à augmenter, là, on se met de 10 en 10. Mais gardez en tête que normalement, le protocole, c'est on diminue notre S2 de 10 millisecondes en 10 millisecondes. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a stimulé depuis le sinus coronaire. On voit qu'il y a toujours ce délai entre la stimulation du sinus coronaire, l'activation qu'on ne voit pas bien ici puisqu'on a l'artefact de stimulation, et l'activation atriale au niveau de la sonde icienne. Toujours pareil parce qu'il y a un long délai entre il y a une grande distance entre l'oreillette du CS et l'oreillette icienne. On a notre A. On a notre V, on voit qu'on a perdu un petit peu le H là, hein, on l'a très bien en rythme sinusal, mais on le voit moins bien lorsque on fait nos extrasystoles, ce qui est pas rare du tout. Quand on stimule le sinus coronaire, souvent ça fait bouger un petit peu la sonde et donc c'est pas rare chez certains patients de perdre un petit peu le H. Ça vaut le coup d'essayer de replacer un petit peu notre sonde pendant quelques instants sans perdre 10 minutes non plus, mais c'est toujours plus agréable quand on a le IS, d'accord? Mais on va voir là pour cet exemple-là, je voulais vous montrer qu'on peut très bien le faire si on n'a pas le IS, lorsqu'on a la certitude que notre sonde, elle n'a pas non plus sauté dans le ventricule ou je ne sais quoi, que c'est un petit déplacement mécanique tout bête et que quand on arrête de stimuler, on retrouve notre joli IS comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'artefact de stimulation qui est ici, on voit notre dépolarisation atriale et on voit notre activation ventriculaire et on n'a pas bien le H ni ici ni ici. On voit que le A ici, il est un petit peu mou, d'accord? Et ici, on voit qu'il est bien raide, on dit qu'il est sharp, d'accord? Donc, on va mesurer l'intervalle AV, puisqu'on ne peut pas mesurer l'intervalle AH. D'accord? Donc là, on a ici le A, ici le H, ici le V. Le mieux, c'est de mesurer l'intervalle AH pour connaître le temps passé dans le nœud AV lui-même. Mais si le HV est stable, notamment chez un patient jeune comme ça, c'est un patient de 30 ans ici, il est à 54 millisecondes, il ne va pas bouger le HV. Et ben, si on mesure le AV, en fait, et ben, lorsque l'intervalle AV bouge, c'est parce que l'intervalle AH bouge, parce que l'intervalle HV reste constant. D'accord? Donc on peut parfaitement travailler sur l'intervalle AV, ce qu'on va faire ici. Et donc ensuite, on veut un A qui soit bien reproductible. Donc on va prendre le A sur le IS proximal plutôt que sur le IS distal parce que le A sur le IS distal, il est un petit peu mou, il est difficile à bien identifier. Donc on se met sur le Sharp du A sur le IS 3-4 et on veut identifier le premier V, toujours le V au niveau de l'ECG, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Donc on mesure notre intervalle AV, très bien, il fait 174 millisecondes pour un S2 à 370 millisecondes. On descend à 360 millisecondes, on constate qu'on est à 208 millisecondes, d'accord? Donc on a accéléré un petit peu, on a augmenté pardon, un petit peu l'intervalle AV, d'accord? Et on passe de cette fois-ci de 360 à 350 millisecondes. Et là, on va sauter entre guillemets à 266 millisecondes, d'accord? Donc cette fois-ci, il y a une augmentation de plus de 50 millisecondes, puisqu'on passe de 208 à 266, ça fait 58 millisecondes de plus. Donc on a une augmentation de plus de 50 millisecondes de l'intervalle AH, ici en l'occurrence déduit via l'intervalle AV, lorsque on diminue seulement de 10 millisecondes notre S2, notre intervalle S1, S2. D'accord? Donc ça, c'est la définition d'un saut de conduction. Je fais des extrasystoles de plus en plus courtes avec un intervalle S1, S2 qui décroît de 10 millisecondes en 10 millisecondes. Et à un moment donné, brutalement, j'ai un saut de conduction, c'est-à-dire une augmentation de plus de 50 millisecondes de mon intervalle AH. D'accord? Ici, on le sait matérialisé par le petit schéma qui est ici. On a notre stimulation, notre train S1 et notre extrastimuli S2. Il y a toujours ce petit délai entre le CS et l'oreillette icienne, puis un allongement ici de l'intervalle AH et donc de l'intervalle AV entre ici et ici. Mais cet allongement est assez modeste, 174 millisecondes. Ici, on ne l'a pas mesuré, mais il doit être à peu près à 120 millisecondes ou quelque chose comme ça. Ensuite, on passe de 174 à 208 millisecondes. On est toujours sur la voie rapide. Et là, hop, on saute en fait sur la voie lente. On a bloqué la voie rapide. On a sauté sur la voie lente, d'où le fait qu'on a augmenté brutalement de 50 millisecondes. Et on voit sur le canal du sinus coronaire
que l'on n'a pas d'oreillette. On voit très bien l'oreillette lorsqu'on est en rythme sinusal. Ici, on n'a que du ventricule, que du ventricule, que du ventricule. Donc, il n'y a pas d'écho. On n'a pas une activation rétrograde de l'oreillette via la voie rapide qui aurait récupéré sa période réfractaire. Là, on a simplement un saut sans écho, puisqu'on ne voit pas d'activité atriale ni sur le canal du sinus coronaire, ni d'ailleurs sur le canal ischien. On voit que l'oreillette est très sharp, donc s'il y avait eu une oreillette, on l'aurait vu ici, en plus de ce signal qui n'est que du ventricule. Donc là, on a mis en évidence un saut de conduction antérograde avec une augmentation de plus de 50 millisecondes de l'intervalle AH, ici déduit via l'intervalle AV, alors qu'on a des crus simplement de 10 millisecondes, notre intervalle S1, S2. Voilà comment on met en évidence un saut de conduction. Ça ne veut pas dire qu'on aura une réentrée intranodale, comme on l'a dit. Ça, on peut le voir si on fait des explorations systématiques chez environ un quart de la population générale. Mais en tout cas, la plupart du temps, lorsqu'on a une réentrée intranodale, on mettra en évidence ce type de saut de conduction. On verra également que on ne met pas en évidence un saut de conduction dit classique comme cela dans 100% des réentrées intranodales. Donc, ce n'est pas une condition complètement nécessaire, d'accord, ni d'ailleurs complètement suffisante. Mais lorsqu'on on cherche, on a un patient qui fait une tachycardie jonctionnelle et qu'on voit un saut de conduction, eh bien, ça nous oriente déjà un petit peu naturellement vers la possibilité que cette tachycardie jonctionnelle soit une réentrée intranodale. Et donc ensuite, il va falloir réussir à déclencher la tachycardie et faire des manœuvres d'entraînement en tachycardie, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc on retient sur cette vidéo la définition du saut de conduction, d'augmentation du AH, donc du AV si le HV est stable, de plus de 50 millisecondes pour un décrément de l'intervalle S1-S2 de 10 millisecondes. Je vous remercie pour votre attention.